Bienvenue à tous pour cette nouvelle immersion. On plonge aujourd'hui au cœur de l'économie marocaine, pas n'importe comment, hein. On va s'appuyer sur le dernier rapport de la Banque mondiale. Vous savez, celui de l'hiver 2025. Exactement. Un rapport dense, très complet, et notre objectif, c'est de le décortiquer ensemble, d'en extraire la substantifique moelle. L'idée, c'est que vous puissiez en saisir les grandes lignes, les tendances clés de l'économie marocaine, sans avoir à vous plonger dans des centaines de pages. Voilà, c'est ça. On vous mâche le travail, on vous donne les clés pour comprendre rapidement et efficacement où en est le Maroc économiquement. On va parler des développements récents, des perspectives d'avenir, mais aussi des risques, hein. On va essayer de brosser un tableau complet de la situation. Alors, si on commençait par les développements les plus récents, Allons-y, Cyril. ce qui frappe, c'est que malgré la sécheresse, le Maroc a quand même réussi à afficher une croissance du PIB de 3,2% en 2024. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? On parle d'une économie résiliente. Ah oui, clairement. C'est un signe de bonne santé, on va dire. L'économie marocaine arrive à encaisser les chocs et à continuer de progresser. Mais attention, parce que quand on regarde de plus près, on voit que cette croissance est tirée par le secteur non agricole, qui a enregistré une progression d'environ 3,8%. L'industrie, l'investissement, tout ça a bien fonctionné. Oui, on voit bien que la reprise post-Covid se confirme avec un secteur industriel qui retrouve des couleurs. Par contre, l'agriculture, elle, a souffert. Ah, bah oui, forcément. Avec la sécheresse, la production céréalière a pris un sacré coup, hein. 43% de baisse, c'est énorme. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un vrai clivage se dessiner au sein même du secteur agricole. D'un côté, les cultures pluviales, qui dépendent de la pluie et qui ont logiquement morflé. Et de l'autre, les cultures d'exportation, souvent irriguées, qui ont continué de progresser. 3,1% de hausse pour leurs exportations. C'est un peu un Maroc à deux vitesses. Oui, c'est ça. On voit que le secteur agricole s'adapte, se modernise, notamment grâce aux investissements dans le dessalement d'eau de mer. Donc l'agriculture a connu une année difficile, mais le secteur non agricole a compensé, tiré par l'industrie. On peut parler de cette industrie marocaine un peu plus en détail. Qu'est-ce qui a vraiment boosté la croissance de ce secteur en 2024? Bon, plusieurs facteurs entrent en jeu, hein. Il y a bien sûr les phosphates et les engrais qui ont toujours le vent en poupe, la construction aussi qui a connu un certain regain d'activité, et puis le secteur automobile qui continue sur sa lancée post-Covid. Le rapport nous donne-t-il les chiffres précis de la contribution de chaque branche industrielle à cette croissance? Oui, j'imagine que c'est détaillé. Absolument. Les industries extractives, principalement les phosphates, ont contribué à hauteur de 27% à l'augmentation de la valeur ajoutée industrielle. La chimie avec les engrais, c'est 19%, la construction, 18%, et le secteur automobile, 21%. Donc une contribution assez équilibrée finalement. On a parlé de l'offre, maintenant la demande. Qu'est-ce qui a tiré la demande en 2024 au Maroc? L'investissement, c'est clair. On a vu une augmentation de 9% de la formation brute de capital. C'est encourageant pour l'avenir. Ça montre que les entreprises ont confiance et qu'elles investissent. Mais bon, on est encore en dessous de la moyenne historique d'après le rapport. Oui, il y a encore un peu de marge de progression, mais la tendance est positive. Et la consommation des ménages? Eh bien, elle a progressé de 3,3% en 2024. C'est pas mal, compte tenu du contexte inflationniste de l'année précédente. Qu'est-ce qui a permis de soutenir cette consommation d'abord? Plusieurs choses. La maîtrise de l'inflation, d'abord, puis les transferts de fonds des MRE, les Marocains résidant à l'étranger, qui contribuent toujours beaucoup à l'économie du pays. Et puis, il y a eu aussi la mise en place du nouveau programme d'aide sociale directe. Donc des facteurs positifs, mais le rapport mentionne aussi une faible confiance des consommateurs, non? Oui, c'est vrai. Les ménages restent prudents. On peut comprendre, avec l'inflation, les incertitudes économiques. Exactement. Bon, si on résume, investissement hausse, consommation des ménages qui progressent, quel a été l'impact sur les exportations nettes du Maroc? Alors là, la contribution des exportations nettes à la croissance du PIB est devenue négative en 2024. Hmm. Ça veut dire que la croissance des importations a dépassé celle des exportations. C'est souvent lié à une demande intérieure plus forte. Intéressant. On voit que le Maroc a su relancer sa machine économique malgré les difficultés. Passons maintenant à l'inflation. C'est un sujet qui a beaucoup fait parler et le rapport de la Banque mondiale met en avant une désinflation rapide en 2024. Absolument. L'inflation annuelle est passée de 10,1% en février 2023 à 0,9% en moyenne en 2024. C'est une baisse considérable. Une excellente nouvelle pour le pouvoir d'achat des ménages, j'imagine. Tout à fait. Et ce qui est encore plus encourageant, c'est que l'inflation sous-jacente, qui exclut les produits les plus volatiles comme l'énergie et l'alimentation, a elle aussi diminué. Donc on assiste à une stabilisation des prix de manière générale. Face à cette baisse de l'inflation, comment Banque Al Maghrib, la banque centrale marocaine, a-t-elle réagi?
Eh bien, BAM a été la première banque centrale d'Afrique du Nord à assouplir sa politique monétaire. Il y a eu 2 baisses du taux directeur en 2024, une en juin, l'autre en décembre. C'est une décision qui montre que la Banque centrale est confiante dans la maîtrise de l'inflation. On peut imaginer que ça a un impact positif sur l'investissement et la consommation. En théorie, oui. Des taux d'intérêt plus bas, ça rend l'emprunt moins cher, ça peut encourager les entreprises à investir et les ménages à consommer. On verra si ça se confirme dans les mois à venir. Parlons maintenant d'un sujet crucial pour le Maroc et qui est souvent au cœur des débats économiques et sociaux, l'emploi. Alors oui, c'est un point sensible, et le rapport de la Banque mondiale ne le cache pas. La création d'emplois reste un défi majeur pour le Maroc. Malgré des améliorations en milieu urbain, le rapport souligne quand même la création de 162 000 emplois urbains en 2024. Oui, c'est vrai, c'est une nette amélioration par rapport à 2023, où on avait enregistré seulement 41 000 créations d'emplois. Mais le problème, c'est qu'en parallèle, l'emploi rural a diminué. C'est un peu le revers de la médaille de la modernisation de l'agriculture. Exactement. Et puis, si on regarde des tendances de long terme, on voit bien qu'il y a un décalage structurel entre la croissance de la population active et la création d'emplois. Sur la dernière décennie, la population en âge de travailler a augmenté de plus de 10% au Maroc, tandis que le nombre d'emplois n'a progressé que de 1,5%. C'est inquiétant. Oui, on voit bien que l'économie marocaine a du mal à créer suffisamment d'emplois pour absorber l'arrivée massive de jeunes sur le marché du travail. D'autant plus que les taux d'activité et d'emploi restent inférieurs à leur niveau d'avant la pandémie. On a parlé d'un clivage entre l'agriculture moderne et l'agriculture traditionnelle. Est-ce qu'on retrouve ce genre de clivage dans l'emploi? Oui, tout à fait. On observe des disparités importantes entre les zones urbaines et les zones rurales. L'emploi urbain, majoritairement salarié, a augmenté de près de 24% sur la dernière décennie. À l'inverse, l'emploi rural, souvent non salarié, a baissé de 22%. C'est énorme comme différence. Oui, et ça s'explique par plusieurs facteurs. La raréfaction de l'eau en milieu rural, bien sûr. L'augmentation de la productivité agricole aussi, qui nécessite moins de main-d'œuvre. Et puis, la transition vers une économie de services qui concentre les emplois dans les villes. Le rapport évoque aussi l'impact de la crise du Covid sur l'emploi non moins. Oui, le Maroc n'a pas encore totalement récupéré ses pertes de production par rapport aux projections d'avant la pandémie, ce qui pèse sur la création d'emplois. On comprend mieux les difficultés rencontrées par le pays sur ce front. Le gouvernement marocain a lancé plusieurs programmes de réformes ces dernières années. Est-ce que le rapport de la Banque mondiale analyse l'impact de ces réformes sur l'économie et l'emploi? Oui, bien sûr. Le rapport évoque les réformes engagées dans le domaine du capital humain, des entreprises publiques, de l'investissement et de la fiscalité. Et quel est le bilan? Le bilan? Disons qu'il est encore trop tôt pour en tirer des conclusions définitives. Le potentiel est là, mais l'impact sur l'activité économique et l'emploi reste limité pour l'instant. On peut citer quelques exemples concrets de ces réformes. Oui, bien sûr. Par exemple, il y a eu des investissements importants dans les infrastructures, notamment dans le domaine de l'eau. Le Maroc se prépare également activement à accueillir la Coupe du monde de football en 2030, ce qui nécessite des investissements conséquents. Des projets d'envergure qui devraient avoir un impact positif à terme. Le rapport s'intéresse aussi à la structure du secteur privé marocain, n'est-ce pas? Est-ce que la manière dont les entreprises sont organisées peut expliquer le déficit de création d'emplois? Ah oui, tout à fait. La Banque mondiale pointe du doigt ce qu'on appelle le missing middle, le chaînon manquant. En gros, on a beaucoup de très petites entreprises au Maroc et quelques grandes, mais il manque des entreprises de taille intermédiaire qui ont un fort potentiel de croissance et de création d'emplois. Et ça se traduit comment, concrètement? Par exemple, les entreprises qui emploient entre 10 et 49 personnes ne représentent que 13,1% de l'emploi total. C'est trop peu. Il faudrait que ces entreprises puissent grandir, se développer pour créer plus d'emplois. Donc, un manque de dynamisme entrepreneurial. On peut le dire comme ça. Il y a un manque d'entreprises capables de se développer rapidement et de créer des emplois de qualité. Un autre défi majeur pour le Maroc, c'est la faible participation des femmes au marché du travail. Le rapport en parle longuement. On a du mal à comprendre comment le taux d'activité des femmes peut être si bas alors que le pays a fait d'énormes progrès en matière d'éducation des filles. C'est vrai, c'est un paradoxe. Le Maroc affiche un taux de participation des femmes au marché du travail qui est parmi les plus faibles au monde. Seulement 19,1% en 2024. Alors que le taux de fécondité a baissé, que les filles sont de plus en plus nombreuses à faire des études. Exactement. Il y a un vrai décalage. Et une des explications, c'est la diminution de l'emploi agricole. Ah oui, on y revient. L'agriculture employait traditionnellement beaucoup de femmes en milieu rural, mais avec la modernisation du secteur, ces emplois ont disparu et les femmes n'ont pas forcément trouvé d'autres débouchés.
surtout dans les zones rurales. Et en ville, quels sont les obstacles qu'elle rencontre? Il y en a plusieurs. La ségrégation sectorielle, d'abord. Les femmes sont souvent concentrées dans certains secteurs d'activité moins rémunérateurs. Les conditions de travail aussi, qui ne sont pas toujours adaptées à leurs besoins. Le manque de structures de garde d'enfants, les problèmes de transport. Et puis, il y a aussi les normes sociales qui continuent de peser sur le travail des femmes. Ah oui, ça, c'est un facteur important. La Banque mondiale a mené une étude spécifique sur ce sujet et elle a constaté un décalage intéressant. 81% des Marocains se disent favorables au travail des femmes, mais seulement 56% pensent que leur entourage partage cet avis. C'est étonnant. Oui, il y a une sorte de sous-estimation de l'acceptation sociale du travail des femmes, ce qui peut créer un frein psychologique pour celles qui souhaitent travailler. C'est un aspect intéressant et qui montre bien la complexité du problème. Bon, on a beaucoup parlé du passé et du présent. Si on se tournait maintenant vers l'avenir, et quelles sont les perspectives économiques pour le Maroc en 2025 selon la Banque mondiale? Le rapport prévoit une accélération de la croissance du PIB en 2025 à 3,6%. La reprise du secteur agricole devrait y contribuer. Donc, on s'attend à une année meilleure pour l'agriculture. Oui, on l'espère. Les prévisions tablent sur une amélioration des conditions climatiques, même si la situation reste fragile. La production céréalière devrait augmenter un peu et les cultures irriguées et celles qui sont destinées à l'exportation devraient continuer de progresser. Et pour le secteur non agricole, qu'est-ce qu'on prévoit? La croissance devrait ralentir légèrement, à 3,5%, mais les secteurs clés comme les phosphates, la chimie, la construction devraient rester dynamiques. Et le secteur des services, notamment le tourisme, devrait aussi bien se porter. On peut évoquer les prévisions concernant le déficit du compte courant. Oui, la Banque mondiale prévoit un léger élargissement du déficit, mais il devrait rester inférieur aux moyennes historiques. Pas de quoi s'inquiéter. Donc A. A priori, non. Surtout que les IDE, les investissements directs étrangers, devraient augmenter. C'est un signe de confiance dans l'économie marocaine. Et les réserves de change du pays sont solides. C'est rassurant. Et sur le plan budgétaire, quelles sont les perspectives? Le déficit budgétaire devrait diminuer progressivement pour se rapprocher des niveaux d'avant la pandémie. La loi de finances pour 2025 prévoit une augmentation des dépenses, notamment pour les salaires, les infrastructures et le social. Mais ces dépenses devraient être compensées par une hausse des recettes fiscales. Le gouvernement prévoit-il des mesures pour réduire la dette publique? Oui, le cadre budgétaire à moyen terme, pour la période 2025-2027, vise une réduction progressive du déficit et de la dette. L'objectif est de maîtriser les dépenses publiques tout en poursuivant les efforts en matière de protection sociale. Donc des efforts importants à fournir pour assainir les finances publiques. Exactement. Il faut trouver un équilibre entre le soutien à l'économie et la maîtrise des dépenses. Le rapport de la Banque mondiale analyse aussi les risques qui pèsent sur l'économie marocaine. Oui, il identifie plusieurs risques baissiers, des conditions climatiques défavorables, des pressions sur les dépenses publiques, une dépendance à des sources de revenus non récurrentes. Des risques importants qui pourraient freiner la croissance. C'est vrai. Mais le rapport souligne aussi des éléments positifs, comme le programme de réforme du gouvernement, la position géographique stratégique du Maroc et les accords de libre-échange qui pourraient profiter au pays dans un contexte de relocalisation des activités de production. Le fameux nearshoring dont on parle beaucoup. Donc, des opportunités à saisir si le Maroc arrive à surmonter les obstacles. Oui, c'est ça. Il faut rester vigilant, mais aussi optimiste. Le Maroc a des atouts importants, il faut les exploiter. Le rapport évoque également la montée du protectionnisme au niveau mondial. C'est un risque à prendre au sérieux. Oui, absolument. Si les échanges commerciaux se réduisent, ça peut avoir un impact négatif sur l'économie marocaine, qui est tournée vers l'exportation. On voit bien que la situation économique du Maroc est complexe, avec des défis importants, mais aussi des opportunités. Le rapport de la Banque mondiale nous donne une vision assez complète, et c'est très utile pour comprendre les enjeux. Revenons un instant sur la question cruciale de l'emploi. Le rapport propose-t-il des pistes de solutions pour améliorer la situation? Oui, la Banque mondiale insiste sur la nécessité de réformes structurelles pour s'attaquer aux obstacles qui freinent la création d'emplois. Il faut agir à la fois sur la demande et sur l'offre de travail. Du côté de la demande, il faut stimuler l'investissement privé, encourager la croissance des entreprises. Du côté de l'offre, il faut améliorer la qualité de l'éducation et de la formation professionnelle et faciliter l'accès au marché du travail. Le gouvernement semble avoir pris conscience de ces enjeux avec la récente feuille de route pour l'emploi qu'il a présentée. Oui, on verra si les mesures annoncées seront suffisantes pour inverser la tendance. C'est un chantier de long terme. Un chantier prioritaire, c'est certain. Le rapport se termine sur une note positive, en saluant les efforts du Maroc en matière de gestion économique. Il mentionne notamment une transparence accrue concernant les risques budgétaires. Oui, c'est un point important.
Le gouvernement communique davantage sur les risques qui pèsent sur les finances publiques, et ça permet d'avoir une vision plus claire de la situation. Le rapport évoque aussi la préparation d'une nouvelle loi organique des finances. Exactement. Cette nouvelle loi devrait renforcer la gestion des finances publiques, notamment en intégrant les entreprises publiques non commerciales dans son champ d'application et en introduisant une règle budgétaire plus stricte. Donc, des progrès notables sur le plan de la gouvernance économique. Oui, on peut le dire. Le Maroc s'est engagé dans une démarche de modernisation de sa gestion des finances publiques, et c'est un signal positif pour les investisseurs et les bailleurs de fonds. Avant de conclure cette analyse, j'aimerais qu'on s'attarde un instant sur la nouvelle base de données Be Ready, qui est utilisée par la Banque mondiale pour évaluer le climat des affaires. Pouvez-vous nous en dire plus sur cet outil? Alors, Be Ready, c'est un peu le successeur du fameux rapport Doing Business, mais en plus complet, en plus sophistiqué. En quoi est-il différent? Il ne se contente pas d'évaluer le cadre réglementaire. Il prend aussi en compte la qualité des services publics et l'efficacité de leur mise en œuvre. Et puis, il intègre des dimensions transversales, comme la durabilité environnementale, l'égalité des genres, la transformation numérique. C'est une vision beaucoup plus holistique du climat des affaires. Et le Maroc, comment s'en sort-il dans cette première édition de Be Ready Arc? Globalement, plutôt bien. Le Maroc se classe favorablement par rapport aux pays ayant un niveau de revenus similaire, notamment en ce qui concerne la qualité du cadre réglementaire et des services publics. Mais il y a encore des efforts à faire en matière d'efficacité opérationnelle. C'est-à-dire EPLI. Il faut s'assurer que les lois et les réglementations soient appliquées de manière efficace, que les services publics soient performants. C'est là que le bas blesse encore un peu. Le rapport identifie des points faibles spécifiques pour le Maroc. Oui, par exemple dans le domaine du marché et du travail. Les coûts et les obstacles liés à l'embauche formelle sont encore trop élevés, ce qui contribue à l'informalité et crée un marché du travail à 2 vitesses. Donc des réformes à mener pour simplifier les procédures d'embauche. Exactement. Il faut rendre le marché du travail plus flexible, plus attractif pour les entreprises. Le rapport pointe aussi des faiblesses dans le système de résolution des litiges commerciaux. Les procédures sont parfois longues et complexes, ce qui peut décourager les investisseurs. Et dans le domaine de l'insolvabilité. Là aussi, il y a des progrès à faire. Il faut notamment améliorer la rapidité et l'efficacité des procédures de liquidation et de réorganisation des entreprises en difficulté. Voilà donc une analyse assez complète de la situation économique du Maroc, telle qu'elle est présentée dans le dernier rapport de la Banque mondiale. On a vu que le pays a des atouts, mais aussi des faiblesses. Que la croissance est là, mais que la création d'emplois reste un défi majeur. Que des réformes sont en cours, mais qu'il faut aller plus loin, plus vite. C'est une bonne synthèse. Le Maroc est à la croisée des chemins. Il a le potentiel pour devenir un pays émergent prospère, mais il doit s'attaquer aux problèmes structurels qui freinent son développement. En conclusion, une question pour nos auditeurs. Quelle réforme, selon vous, aurait l'impact le plus important pour permettre au Maroc de s'engager sur la voie d'une croissance durable et inclusive? On vous laisse méditer sur cette question. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle immersion au cœur de l'économie mondiale. À bientôt.